Renault relance son estafette en électrique, l'estafette e-tech. Alors Renault, ça essaye vraiment de jouer la carte de la nostalgie, hein, vraiment, c'est incroyable. Si toute la gamme d'utilitaires de Renault est déclinée en électrique, l'Express n'est plus en vente, ce sont pour l'instant les variantes conçues sur une base thermique. Et pour ne pas se laisser distancer sur un marché très important des fourgons, le constructeur a imaginé une nouvelle famille d'utilitaires branchés sur une base spécifique, de type skateboard. La marque n'est toutefois pas seule dans l'aventure. La co-entreprise Flexis a été fondée avec Renault donc et Volvo, et l'armateur CMA-CGM. Flexis avait déjà dévoilé en janvier 3 modèles qu'il vendra directement aux opérateurs de logistique et de livraison. Les autres clients pourront donc aller chez Renault. Les véhicules sont identiques, les seuls changements concernent les logos et les noms. Et pour cela, le constructeur est allé piocher dans son passé. Il ressort ainsi l'estafette de la Golette et la Goélette. Le trio est complété par le nouveau Trafic e-tech. Ce sera une nouvelle génération du trafic électrique. En électrique. Avec lui, Renault aura une proposition nettement plus convaincante. L'actuel Trafic a moins de 300 km d'autonomie et une recharge rapide limitée à 50 kW. Le losange n'entre pas encore dans les détails techniques, mais Flexis avait promis jusqu'à 450 km d'autonomie et 800 volts l'architecture, et ça c'est très bien ça. Ce serait donc les premiers véhicules Renault à être 800 volts en électrique, quoi, au final, ces utilitaires. Eh bien, j'ai envie de dire, il était temps. D'accord, bah c'est pas mal. La Goélette. L'estafette, la voilà. Bon, ça a l'air des véhicules bien produits. Après, il faut tester en vrai, hein. C'est toujours pareil, il faudrait voir l'intérieur aussi. Je suis pas sûr qu'il y ait des photos de l'intérieur pour le coup. J'ai pas l'impression. Mais ouais, il faudra voir ce qu'il en est dans les essais. Bon, ça je passe. Alors, l'estafette mesure 5,27 m de long, mais surtout 2,60 m de haut. Le conducteur peut ainsi facilement se tenir debout à l'arrière et dans la cabine, pouvant passer directement de l'un à l'autre. La montée et la descente sont facilitées par des portes coulissantes à l'avant. À l'arrière, il y a un rideau coulissant. La vraie surprise vient du style, identique à la version Flexis, alors que le concept dévoilé en 2024 annonçait une proue aux accents rétro avec des rondeurs. Les 3 modèles ont la particularité d'être software designés de véhicules. En clair, ils sont hyper connectés, ils pourront ainsi recevoir des mises à jour à distance, des améliorations, tandis que les gestionnaires de flotte pourront suivre plus facilement l'état de leur parc et là où ils sont, évidemment, aussi, la localisation. Une nouvelle gamme produite en France, à l'usine de Sandouville, et dispose sur le marché à partir de 2026. Bon, on n'a pas les tarifs, et il manque quand même l'autonomie, la recharge, etc. Bon, ça a l'air prometteur, mais oui, ça manque un peu d'infos quand même pour l'instant. À voir ce que ça donnera dans les prochains mois. L'IA a été dévoilée dans les voitures chinoises, elle est déjà présente, c'est DeepSeek, le fameux truc qui fait le buzz en ce moment, l'IA chinoise, là, qui a l'air très performante par rapport aux autres IA. En quelques jours, plusieurs constructeurs chinois ont confirmé l'intégration de DeepSeek R1 dans leur voiture. Sous une forme ou une autre, Geely, y compris Zeekr, Smart et BYD, Great Wall, SAIC, Dongfeng, la liste s'allonge presque chaque jour. Selon les cas, l'intégration sera plus ou moins poussée. Entraînement de l'IA interne via les données de DeepSeek pour Geely, ou intégration fonctionnelle au sein des assistants vocaux pour d'autres. Peu importe le mode d'intégration, tous les constructeurs revendiquent l'amélioration de l'assistant embarqué, en particulier pour développer des fonctions proactives en fonction des habitations et des goûts du conducteur. Le tout sera implémenté dans les véhicules par mise à jour en ligne. Beaucoup d'annonces donc, sans beaucoup d'éléments concrets, mais ces annonces montrent une fois de plus la activité des constructeurs chinois par rapport aux évolutions techniques, ainsi que l'intrication des mondes de l'automobile en tech en Chine, où tout le monde marche dans la même direction. Et oui, c'est ça. Contrairement aux Européens où ils se tirent des balles dans le pied, les Chinois sont solidaires entre eux, d'où leur domination dans le monde des VE aussi. Cette intégration ainsi que la gestion des données personnelles à bord des véhicules interroge aussi. Elle fermera un peu plus les portes des voitures chinoises à certains marchés. Impossible donc de vendre une voiture embarquée en DeepSeek aux États-Unis. Quid de l'Europe. De toute façon, les US, j'ai envie de vous dire, ils volent pas tout court des voitures chinoises électriques. Donc, qu'ils mettent de l'IA chinoise dedans ou pas, ça changera rien pour eux. Hein. Ils vont toujours pas d'IA. Hein. Enfin, de voitures chinoises du coup. Ni d'IA chinoise d'ailleurs. Ok, on va voir si elles arriveront en Europe avec leurs IA. Faites maison, ciao. C'est le 1000e bus de la RATP qui vient de prendre du service. Alors, bus électrique, on précise évidemment. Sur 10 000 véhicules en circulation pour les transports en commun en région Île-de-France, 4 000 sont aujourd'hui considérés comme propres, électriques, biométhane ou hybrides. Cette transition a déjà permis une réduction de 50% des émissions de CO2 entre 2015 et 2025. La collectivité vise une flotte 100% décarbonée sur l'ensemble de son territoire d'ici 2029. Alors, du coup, sur les 10 000, 1000 sont full EV, donc 10%. Ouais, la part est pas énorme, mais bon, c'est toujours ça de prix. Pour marquer le coup, ce dernier sera habillé d'une livrée spéciale et circulera pendant un mois sur la ligne 52. En parallèle, la RATP transforme aussi ses infrastructures. 18 centres ont été convertis à l'électrique ou au biométhane, une transition efficace et qui aura tout de même nécessité un investissement colossal de 5,7 milliards d'euros, dont 1,5 milliard pour les 3800 premiers véhicules propres.
Selon Jean Castex, PDG de la RATP. Ah ouais? Il est devenu PDG de la RATP, lui? J'avais loupé un épisode, là. Ah ok, d'accord, bon bah, ravi de l'apprendre. Ce programme représente une des plus grandes initiatives de transition énergétique dans le secteur du transport en Europe. Richard Ferré, chef du secteur carburant alternatif à l'Agence européenne pour le climat, les infrastructures et l'environnement, précise que cette réalisation est un succès collectif et que la mise en service de ce millième bus électrique marque un jalon important dans la transition vers une mobilité urbaine décarbonée à Paris. Très bien. Eh ben, il en faut plus, Donc il y a 1000 électriques et 3000 autres, bah, c'est des hybrides ou des biométhanes. Alors biométhane, je sais pas trop ce que ça vaut, honnêtement. Est-ce vraiment si écologique? J'en doute. Après, c'est peut-être un peu mieux que l'essence, mais bon... Bref, si vous avez des connaissances en biométhane, dites-moi si c'est vraiment efficace ou pas, quoi. Ciao. Ah, ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé de cette marque, Nikola Motors. Selon des personnes familières à l'entreprise, Nikola explore actuellement la possibilité de faire un dépôt de bilan. En grande difficulté depuis plusieurs mois, la société n'a vraisemblablement plus d'autres choix. Nikola travaille actuellement, en ce moment, avec un cabinet d'avocats et des conseillers financiers pour préparer une éventuelle inscription au chapitre 11 de la loi sur les faillites aux États-Unis. Cette loi permettrait à l'entreprise d'être protégée des créanciers alors qu'elle manque de liquidité. Ce serait aussi la fin de l'aventure pour Nikola. Les plans de la société ne sont pas définitifs, ils peuvent encore être modifiés. Selon les personnes au courant de la situation, un représentant de Nikola a déclaré que l'entreprise évalue diverses options, y compris un financement dans le cadre d'une restructuration financière. Mais qui voudrait remettre une pièce dans la machine? Les actions de la société ont chuté de 45% à 41 centimes. Fin janvier, un porte-parole du fabricant de camions électriques avait déclaré que les équipes travaillent sans relâche pour tenter de lever les capitaux afin d'éviter la faillite. Les déconvenues judiciaires de Trevor Milton ont causé du tort à l'entreprise. Mais le problème vient surtout des défauts liés aux camions électriques. En 2024, Nikola n'a vendu que 200 camions. En octobre, la société avait déclaré qu'elle disposait de suffisamment de liquidités pour survivre jusqu'au premier trimestre 2025, mais pas au-delà. Ils ont quand même vendu 200 camions électriques. Qui sont les fous qui ont acheté 200 camions Nikola Motors? C'est même plus que les Tesla Semi au final, quand tu y réfléchis. C'est dingue. Ils ont pris des risques, les gens qui ont acheté ça. Bon, bah ça sent le sapin. De toute façon, vu ce qui s'était passé il y a quelques années avec Trevor Milton, le fraudeur, là, c'est pas étonnant que l'entreprise soit en PLS, quoi. Votre avis? La Chevrolet Blazer EV sera le pace car du Daytona 500. Incroyable. Une voiture électrique, safety car d'une course de NASCAR. Alors je sais qu'ils ont lancé leur série NASCAR, on en avait parlé sur la chaîne, mais en full électrique. Mais quand même, là, c'est dingue. Donc c'est le dimanche 16 février. Pour la première fois, le pace car qui libérera le peloton Daytona 500 sera électrique. Existe donc les Chevrolet Corvette V8 ou autres Mustang suralimentés. Attendu sur les marchés dans les prochains mois, le Chevrolet Blazer EV SS est doté de technologie Wide Open Watts qui lui permet d'atteindre des 0 à 100 en 3 secondes 4. 615 chevaux. Il a des performances et une innovation technologique. La version qui mènera à la course est un modèle de production sans modification mécanique, agrémenté d'un design exclusif et d'un système d'éclairage stroboscopique intégré. C'est des grosses perfs, 3 secondes 4 les 0 à 100, excellent, excellent. L'ADN de Chevrolet est profondément lié à la course automobile et le Blazer EV SS en est une parfaite illustration. Nous sommes ravis de voir ce modèle exceptionnel ouvrir une course aussi prestigieuse. Outre ses performances électriques, le Blazer EV SS intègre des freins avant Brembo, un châssis sport, ainsi qu'un écran tactile couleur de 17,7 pouces. 487 km EPA, ce serait donc 550-560 en WLTP. Pour rappel, Chevrolet a remporté les 3 championnats constructeurs NASCAR en 2024. Un exploit réalisé pour la deuxième année consécutive, la marque totalise désormais 102 victoires à Daytona 500, dont 26... Alors, 102 au Daytona, circuit de Daytona, et 26 au Daytona 500, un record inégalé. Oui, parce qu'il y a aussi, ils refont aussi Daytona plus tard dans l'année, mais c'est pas de Daytona 500, c'est le Daytona 400, je crois. C'est un peu plus court. Il n'a jamais été fait mention par Chevrolet que le Blazer, même dans ses versions plus sages, pourrait prochainement traverser l'Atlantique pour être vendu en Europe, mais on sait jamais. Bon, en vrai, les électriques de General Motors, je les trouve pas mal, moi. Elles sont vraiment pas mal. Les Chevrolet Volt aussi à l'époque. Bon, il y a eu des problèmes avec la batterie LG, mais comme le Kona, le premier Kona, mais sinon, sans ça, c'était pas mal quand même. D'ailleurs, elles ont été vendues sous le nom Opel Ampera E, mais malheureusement, elles n'ont pas été vendues en France, ces voitures. En Suisse, oui, en Belgique aussi, mais pas en France. Bon, maintenant, vu que Opel a été racheté par Stellantis, bah du coup, ça n'a plus rien à voir. Mais bon, j'imagine qu'ils font encore l'entretien. J'espère pour les possesseurs de ces voitures, du coup. En tout cas, voilà, affaire à suivre. Ciao.